Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de néocolonialisme, parce que c'est funky le néocolonialisme, hein. Qu'est-ce qu'on se merd? Alors, on attaque direct le bousin, pof, allez, lance-toi, merci. Avec un article de mondialisation.ca au Canada, voilà, qui date du 13 octobre 2022 et qui a été rédigé par Maryse-Laurence Lewis. Qui dit Burkina Faso, comment se délivrer du néocolonialisme en Afrique. Alors, j'ai voulu faire un effet de style, mais là, en se mordant la langue, ça marche pas. Alors, bon, en 1983, alors que le pays se nommait encore Haute-Volta, Thomas Sankara et ses alliés transformèrent la vie de la population devenue après la prise du pouvoir burkinabé. Alors, Thomas Sankara, c'est lui. Requescat in pace. Malheureusement, comme c'est le cas des pays longtemps soumis à la colonisation, j'y arrive pas, les présidents favorisant leur peuple sont rapidement victimes d'un assassinat ou éradiqués par coup d'État. La France n'est pas innocente de ces faits, malgré sa prétention à défendre la démocratie. La démocratie! Déjà, la volonté de Sankara de rendre son peuple le plus autonome possible en encourageant la production locale ne pouvait plaire aux entreprises étrangères. Jusque-là, tout leur était opportun. Une population pauvre sur une terre sillonnée d'or. C'est bien écrit, hein. Au cours d'une visite officielle, on perçoit la rancœur du président Mitterrand. Enculé. Lorsque Sankara lui dit que le sol de la France a été souillé par Peter Botha, c'était le président d'Afrique du Sud, si je dis pas de conneries, dont le régime perpétuait l'apartheid en Afrique du Sud. Oui, donc j'ai pas dit de conneries. Lors de son discours à Addis Abeba, devant les membres de l'Organisation de l'Unité africaine, Sankara se compromet encore une fois pour l'avenir de l'Afrique. Ce 29 juillet 1987, il rappelle que la dette de chacun des pays a été contractée par des dirigeants assujettis aux anciens colonisateurs. Ces dettes sont déjà remboursées par les taux d'intérêt afférents. Il les enjoint donc à refuser de payer les créditeurs pour enfin développer leur pays, sans suivre les dictats du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, des instances qui les contraignent à privatiser les services publics ou à les réduire. Marrant parce que, à l'heure actuelle, là, quand même, c'est ces mêmes instances qui nous forcent aussi à privatiser les services publics et à les réduire. Est-ce qu'on serait pas un pays néocolonisé quelque part ? Je sais pas. Son invitation n'ayant pas été suivie, peu après, c'est lui et non les dettes qu'on élimina. Thomas Sankara eut la maladresse d'abaisser trop vite l'écart entre les salaires des membres du gouvernement face aux revenus moyens de la population. Cet exemple d'équité n'a pas réjoui les députés et ministres. Les aspirations d'une part d'entre eux oscillant, tel qu'il le signale lui-même, entre Che Guevara et Onassis. Le grand écart facial. Ouais, c'est une Vandame, ça. Ceux qui l'ont aidé à initier sa révolution se sont donc en partie ligués contre lui. Le 15 octobre 1987, avec le soutien des gouvernements de la Côte d'Ivoire, de la France et des militaires fournis par un rebelle du Libéria, on assassina Sankara. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies condamna le Burkina Faso pour refus d'enquêter sur les circonstances de la mort de Sankara et bien évidemment d'en intercepter les responsables. Blaise Compaoré, le principal inculpé, put se maintenir au pouvoir pendant 27 ans. Comment conserver la direction d'un pays ? La majorité des partis d'opposition s'étant objectés aux élections, protestant contre la prise illégale du pouvoir, n'empêche pas Compaoré d'être élu en 91. Le taux de participation n'atteint que 25%. En 98, quelques jours avant de nouvelles élections, le journaliste Norbert Zongo est assassiné par des membres de la garde Compaoré, mandaté par son frère. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Oh putain, faut vraiment que je réinstalle Windows, moi. Ok, j'en étais où ? La garde de Compaoré, voilà, c'est là. Des contestations ont lieu en 2005 lorsque l'amoureux du pouvoir se représente aux élections. Les opposants invoquent un amendement apporté en l'an 2000, limitant le pouvoir à 2 mandats et 5 ans de gouvernance. Les partisans de Compaoré obtiennent sa participation, en arguant que l'amendement ne peut être rétroactif, ce qui lui permettra de se présenter en 2005 et 2010. Pourquoi tu bugs, toi, à côté, là ? Ouais, désolé. Hein. De se présenter en 2005, ouais, ok. Ces deux élections ayant été gagnées avec 80% des votes, il est impossible qu'elles n'aient pas été irrégulières.
En 91, oui. En 2011, j'ai des bugs, moi. La mort d'un étudiant provoque des émeutes. On exige la fin de la répression effectuée par les policiers. Les manifestations sont alors encore une fois anéanties et sanglantes. La France soutient une dictature. Le 18 septembre 2012, François Groland reçoit Compaoré. Alors c'est Groland, hein, et Compaoré, et s'engage par l'intermédiaire de l'Agence française de développement à lui verser 20 millions d'euros en vue de planifier la stratégie de croissance accélérée et développement durable. Voilà, bon, quand il y a un truc comme ça c'est du langage technocratique, hein, ça veut rien dire, mais ça sonne bien. Surtout en plus quand ça finit par un acronyme pourrave, voilà, bon, c'est pour se foutre de la gueule du monde, histoire de dire quelque chose. Ne voulant pas perdre le pouvoir, Compaoré désire modifier la constitution, limitant la gouvernance à 2 mandats. D'autres émeutes suivent. Il doit renoncer à changer l'article 37, mais cette fois les militaires lui retirent leur appui. En 2014, Roch Kaboré, Roch ou Roche, je sais pas, un de ses collaborateurs démissionne et est suivi par des dizaines d'anciens membres du gouvernement. Ils fondent le mouvement du peuple pour le progrès. Ça aussi, ça veut rien dire, mais ça sonne bien. Cette occasion permet à la population de destituer enfin son dictateur. Grâce à l'intervention de François Hollande, Compaoré parvient à se rendre en Côte d'Ivoire. Après un séjour au Maroc, il revient à cette première destination et on lui accorde aussitôt la nationalité ivoirienne. Juste avant les élections prévues pour 2015, le plus proche allié de Compaoré, Gilbert Diendéré, tente un coup d'État. Cet échec permet la tenue des élections. Kaboré échappe à un attentat et obtient 53% des suffrages. Dès le retour de la démocratie, débute une série d'attentats terroristes perpétrés par des groupes affiliés à Al-Qaïda. C'est marrant, hein. Il ne s'agit pas d'une coïncidence sans lien avec le régime de Compaoré. Oui, en général, quand ils débarquent là-dedans, c'est toujours pour foutre le bordel, déstabiliser les trucs. C'est des idiots utiles du système. Complotiste. Oui, merci. Kaboré, pouvant briguer un second mandat, fut réélu en novembre 2020, avec 57% des suffrages. Moins de 2 ans plus tard, un coup d'État l'oblige à se retirer. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à lire les chiffres là aujourd'hui. 2 renversements de pouvoir en 1 an. Le 23 janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba prend le commandement du pays. Ses relations avec la France s'annonçaient favorables puisque l'on entrevoyait la possibilité de donner 15 millions d'euros à Damiba afin qu'il assure la transition démocratique. L'État français ne devait pas ignorer que Damiba prévoyait le retour de Compaoré en dépit des crimes commis par lui. Curieusement, 4 jours après cette offre formulée le 26 septembre, un nouveau putsch obligea Damiba à quitter le pouvoir. Le bordel. Encore une fois, l'instigateur du putsch est un militaire. Comme celui-ci avait participé à la destitution du président Kaboré et à son remplacement par Damiba, la situation demeure trouble. Qu'il s'agisse de Kaboré ou de Damiba, on invoque leur incapacité à reprendre le contrôle du pays, à faire cesser les attentats. Les groupes djihadistes maîtrisent encore la province de Soum, frontalière avec le Mali. Avec une population de plus de 20 millions d'habitants, les dissensions et attentats auraient provoqué le déplacement de près de 2 millions de citoyens et plus de 10 000 morts. Si cette motivation à exécuter un putsch est certaine, le fait que Damiba, demeuré complice de l'ancien dictateur Compaoré, est un incitateur. D'autant que plus que Damiba fut fortement élevé par Gilbert Diendéré, lequel n'est pas innocent du complot contre Thomas Sankara et de l'attentat visant Kaboré. Un bordel pas possible. L'amir de la France. On tente de minimiser l'ingérence de la France dans la situation actuelle. On impute à la circulation de fausses informations le début des émeutes populaires qui ont mené à l'assaut de l'ambassade française. On nie formellement que la garde est tirée sur des manifestants qui, eux, n'avaient que des cocktails Molotov et la possibilité d'allumer quelques incendies. Le capitaine Ibrahim Traoré, responsable du gouvernement transitoire. D'abord membre du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ça veut rien dire mais ça sonne bien, qui permet à Damiba de prendre le pouvoir, promu chef de l'artillerie du régiment de Kaya, cette position permit à Traoré de s'opposer à Damiba, puisque ce régiment s'avérait un haut lieu de mécontentement.
Bien qu'il s'agisse encore une fois d'un militaire, Traoré promet une transition démocratique. Ouais. Le 4 octobre, il accueillit une délégation de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, désireuse d'évaluer la situation au Burkina Faso. Oui. La tenue d'assises nationales annoncée pour le 14 et 15 octobre permettra de consulter la population. Traoré promet d'organiser des élections au plus tard en juillet 2024. Bon, attends, je fais une pause là, fait chier. Fin de la pause. On reprend. Joue-t-on du Wagner au bénéfice de la Russie ? Lors des manifestations, les journalistes occidentaux se sont empressés de mentionner que les participants brandissaient des drapeaux russes. Immédiatement, on imputa au gouvernement de Vladimir Poutine une implication dans les événements. L'envoi imminent du groupe d'intervention Wagner. Les États-Unis avertissent les autorités du Burkina que les pays recevant de l'aide de ce groupe sont fragilisés et insécures. Alors que ceux qui reçoivent l'aide des Américains et de l'ONU, de l'OTAN et tout ça, eux, ils sont tout à fait solides et en pleine sécurité. Hein ? Hashtag Irak. Alors, hashtag Afghanistan. Hashtag tout le bordel depuis 70 ans. Bon, bref. Ok. Bien entendu, les États-Unis ont leurs propres mercenaires actifs pour déstabiliser les pays du Moyen-Orient. Que les Russes s'en mêlent ou non, les reproches que l'on peut imputer à Blaise Compaoré sont plus amples encore, et les dirigeants français ne peuvent pas les avoir ignorés, de même que l'Angleterre et les États-Unis. La déstabilisation volontaire de l'Afrique de l'Ouest. Lors d'une enquête menée par l'Organisation des Nations Unies, Compaoré admit l'envoi de 400 soldats auprès des rebelles de Charles Taylor en 94 et 95 afin de l'aider à prendre le pouvoir au Libéria. Avant qu'une discussion incite Prince Johnson à fonder son propre groupe armé, celui-ci appuyait Charles Taylor en reconnaissance de l'aide apportée à Blaise Compaoré lors du conflit du Libéria. Prince Johnson accepta de participer au complot menant à l'assassinat de Sankara. Game of Thrones, à l'africaine, et c'est pareil. C'est Winter is Coming, non, pas tout à fait, mais bon. On est dans le délire. Quoiqu'un embargo sur toute forme de vente d'armes ait été imposé à la Sierra Leone, Compaoré livra un minimum de 68 tonnes d'équipement aux rebelles du Revolutionary United Front en 99. Le chargement transita par la capitale du Burkina Faso, figurant comme étant destiné à l'armée du pays avant de se rendre en Sierra Leone. Cet arsenal illégal aurait été acheté au trafiquant d'armes Léonid Minin, juif né en Ukraine. Ukrainien juif, quoi. Enfin bon, tu peux biaiser là. Alors, connu internationalement pour ce lucratif trafic. Il n'a été emprisonné que 2 ans en Italie. Ses livraisons s'effectuent sous couvert d'exportation de bois. Exportation de bois. Tiens, c'était la famille de BHL qui a fait fortune sur la déforestation et l'export de bois. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc aussi derrière ? Ça serait pas étonnant. Alors, son entreprise étant légalement enregistrée en Suisse, au Libéria et à Tel Aviv. Toujours très actif, on lui attribue aussi la direction de la mafia ukrainienne. Bien non. Pareillement, le crime commis contre Sankara fut appuyé par Félix Houphouët-Boigny, Boudiou. Lui aussi s'avérait reconnaissant de l'aide apportée par Compaoré à ces milices des forces nouvelles de Côte d'Ivoire visant à éradiquer Laurent Gbagbo au cours de la guerre civile de 2004. À part quelques petites remontrances, ses bonnes relations avec la France lui ont permis de diriger la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Abdoulaye. Laurent Gbagbo s'avérait son principal opposant. En 2005, Compaoré devient président de la communauté des États sahélo-sahariens. C'est précisément de cette zone que proviennent les groupes procédant à des attentats au Burkina Faso, suite à la destitution de Compaoré et des élections de 2015. Les groupes plus ou moins dépendants d'Al-Qaïda et de l'État islamique, doit-on le rappeler, ne sont pas étrangers aux politiques occidentales. Pas vraiment, non. Dès 1979, les États-Unis fournissaient de l'argent et des armes aux Saoudiens Oussama Ben Laden et aux Moudjahidines, afin d'empêcher l'URSS de soutenir le gouvernement afghan.
La guerre dura jusqu'en 1989 et c'est en 1987 qu'Abdullah Azzam et Oussama Ben Laden créèrent Al-Qaïda. Le détail n'est pas à négliger étant donné que les États-Unis cherchent toujours à réduire l'influence russe au Moyen-Orient et en Afrique. Voilà un résumé des hauts faits de Compaoré. L'État français, instigateur de l'assassinat de Kadhafi, ne cessa pendant 27 ans de soutenir un dictateur après qu'il ait lui-même fomenté l'assassinat de Thomas Sankara, qui lui aimait son peuple et a tout risqué pour en améliorer la vie. Sierra Leone et Libéria, deux joyaux du néocolonialisme. Ah non, j'ai oublié la voix. Sierra Leone et Libéria, deux joyaux du néocolonialisme. En 1787, des Anglais fondent Freetown, la future capitale de la Sierra Leone, pour y installer des esclaves affranchis. En 1822, une société états-unienne de colonisation voulant diminuer au pays le nombre de Noirs libérés suite à la guerre de sécession, acheta des terres proches de la Sierra Leone afin d'y installer d'anciens esclaves. Ainsi naît le Liberia. La stratégie est simple, on se débarrasse des esclaves affranchis pour ne pas encombrer les populations blanches états-uniennes en ayant l'air de leur offrir un paradis. On ne choisit pas n'importe quel territoire mais des lieux recelant des diamants. Les colonisateurs en charge exploitent les mines en octroient des concessions à des entreprises privées qui paient des redevances ou pots de vin. On exacerbe les divisions ethniques, soutient des milices locales allant mater ceux qui prétendent nationaliser les ressources. Les experts toujours étrangers coûtent cher à la population maintenue pauvre et analphabète. Les conflits armés détruisent les infrastructures. On envoie des organismes qui s'occupent d'aménager le territoire et l'endettement continue envers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, évidemment. La politique du Libéria et de la Sierra Leone est complexe. Je ne mentionne ici que des gens liés à Blaise Compaoré. Une guerre menée en partie pour s'approprier les mines de diamants conduit Charles Taylor à parrainer le Front révolutionnaire uni, commettant des exterminations, des viols, enrôlant des enfants soldats. Ces excès font que Taylor est victime d'une offensive de la part des Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie, soutenue par les États-Unis. N'étant pas auparavant en mauvais termes avec des individus influents de ce pays, il alloue plus de 2 millions de dollars pour se racheter aux yeux du gouvernement d'Oncle Sam. D'abord par l'entreprise de Lester Iman, un avocat immiscé en politique, surtout au cours de la présidence de Bill Clinton. On demande à Iman d'approuver les potentiels candidats. Pat Robertson, fondateur du Christian Broadcasting Network. Attends. Ah non, attends, oui. D'approuver les potentiels candidats aspirant à devenir vice-président, secrétaire au Trésor, membre de la Cour suprême, sénateur ou directeur de la CIA. D'accord, ah ouais, carrément. Ah, il y avait du poil, mec. Puis le fameux télévangéliste Pat Robertson, je me disais, c'est Pat Robertson qui m'a fait bugger là. Puis le fameux télévangéliste Pat Robertson, fondateur du Christian Broadcasting Network, connu pour ses déclarations politiques fracassantes, défendra Charles Taylor, ce qui lui vaudra la concession d'une mine d'or libérienne. Ah, les télévangélistes, c'est bien des fumiers. Alors, Hillary Clinton sera elle aussi séduite à la fin des batailles. Elle parlera en faveur d'Hélène Sirleaf avant d'être élue présidente et première femme accédant à ce poste en Afrique. Hélène Sirleaf, alors c'est elle, hey, gousi, et ça c'est hilarien. Hélène Sirleaf assumait diverses charges gouvernementales liées aux finances. Elle peut regretter, mais non pas nier, avoir financé la campagne présidentielle de Charles Taylor. Détail important, chassée d'un gouvernement précédent durant son exil aux États-Unis, elle travaille pour la Banque mondiale et Citibank. On lui attribuera même le prix Nobel de la paix. L'escroquerie. Ah là là. La France, l'Angleterre et les États-Unis, ainsi que les entreprises canadiennes qui exploitent des mines, ne peuvent nier leur soutien à des régimes ayant conduit à des centaines de milliers de morts et déplacements de population. Iman a d'ailleurs publié un livre sur son expérience de médiateur pour les efforts de paix. United State Policy Toward Liberia, pays où il fut conseiller légal, ou elle fut peut-être, hein, non c'est pas plutôt ça, je sais pas. Conseiller légal entre 97 et 99, il fut aussi médiateur au Guatemala.
Ah non, c'est Iman, pardon. Médiateur au Guatemala lors du règlement du conflit armé, pendant que le télévangéliste Robertson, lui, affichait une amitié avec le dictateur guatémaltèque Rios Montt. Concernant ces deux intercesseurs, je conclurai en affirmant que l'hypocrisie n'a pas de patrie. Une date symbolique. Il y a 35 ans, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara était assassiné. Le gouvernement transitoire promet des assises nationales le 14 et 15 octobre 2022. Souhaitons que cette date ne signifie pas un nouvel enterrement des espoirs de justice, tandis que l'on exhume l'or du pays de l'homme intègre que fut Sankara et dont le peuple ne voit pas encore l'éclat. Voilà. Avis, dans un prochain article, j'aborderai la question de la dette, l'inflation et les mines dans cette zone africaine. Eh ben écoute, je lirai ton article, ma gentille Maryse Laurence Lewis. Voilà. Bon, bah c'était une vidéo un petit peu longue, mais ma foi, fort intéressante. Et ben sur ces belles paroles, bisous les petits gnous, et vive l'Afrique libre, et vive la France libre aussi. Allez, à plus.